Alors que les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 29 juin 2024 en Mauritanie, proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, mettent le président sortant Mohamed Ould El Ghazouani en tête avec 56,12% des voix, son principal opposant, Biram Daabed, a exprimé son rejet catégorique des résultats du scrutin. Le candidat a notamment pointé du doigt plusieurs irrégularités qu'il estime avoir entaché la transparence du scrutin. Nous réaffirmons devant le pouvoir, à la face du pouvoir, que nous refusons et continuons à refuser le résultat de cette mascarade électorale. Sur fond de contestation post-électorale, 3 personnes auraient perdu la vie dans le sud de la Mauritanie à la suite d'émeutes selon le gouvernement. Biram Daabed, donné deuxième de l'élection avec 22% des voix, a présenté ses condoléances aux victimes. Par ailleurs, il appelle les Mauritaniens à rester debout et à manifester pacifiquement. Vous êtes en deuil, vous les Mauritaniens, parce que des citoyens parmi vous ont perdu la vie seulement parce qu'ils ont exprimé leur droit élémentaire, à savoir où sont parties leurs voix, avec tout pacifisme et civisme. Si les résultats provisoires proclamés lundi 1er juillet 2024 par la CENI sont validés par le Conseil constitutionnel mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani, 67 ans, élu une première fois en 2019, dirigera pour 5 ans de plus la Mauritanie. En République démocratique du Congo, 25 soldats ont été condamnés à mort par un tribunal militaire pour avoir fui les combats contre les rebelles du M23 et pour vol. L'armée congolaise qui lutte depuis plus de 2 ans contre l'insurrection du M23, soutenue par le Rwanda, fait également face à d'autres violences de la part des milices. 27 soldats qui avaient abandonné leur position dans les villages de Kességué et Matembe ont été trouvés en train de voler des marchandises dans le village voisin. Ils ont été arrêtés par l'armée en même temps que 4 de leurs épouses qui cachaient les objets volés. Le lendemain, un tribunal militaire était mis en place pour les juger. 25 d'entre eux ont été condamnés par le magistrat à la peine de mort pour vol, fuite de l'ennemi et violation des ordres. Leur avocat a déclaré qu'il ferait appel du verdict. La RDC avait instauré un moratoire sur la peine de mort au début de l'année 2000, mais ne l'avait jamais abolie. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a condamné l'attaque menée contre des mineurs chinois en République démocratique du Congo. L'attaque armée est survenue pendant la nuit sur un site minier géré par une entreprise privée chinoise en Ituri. 6 citoyens chinois et 3 soldats congolais auraient été tués. Le 3 juillet, une entreprise privée financée par la Chine en République démocratique du Congo a été attaquée par des forces armées, entraînant la mort de plusieurs citoyens chinois. La Chine condamne fermement cette attaque, maintient une communication étroite avec la RDC et met tout en œuvre pour rechercher les citoyens chinois disparus. Nous demandons à la RDC de traquer et de punir sévèrement les auteurs conformément à la loi dans les plus brefs délais et de prendre des mesures pratiques et efficaces pour renforcer la sécurité. Des rebelles de la milice de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, auraient mené l'attaque contre la mine d'or. Mao Ning a également appelé les ressortissants chinois à éviter de se rendre dans les zones à haut risque du pays et ceux qui s'y trouvent déjà à se retirer dès que possible. En Ituri et dans le Kivu, des zones minières et des convois de secours des agences humanitaires des Nations Unies sont régulièrement attaqués. Après 25 ans de présence, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a officiellement pris fin dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Cela a été un immense effort conjoint avec le gouvernement de la RDC. Malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés, le retrait des troupes et des équipements s'est déroulé de manière ordonnée. Assurer la paix et protéger les civils est désormais entièrement entre les mains des Congolaises. Selon les autorités congolaises, la fermeture du bureau de la MONUSCO au sud Kivu constitue une étape clé du désengagement de la mission onusienne en République démocratique du Congo, mission dont le mandat se limite désormais aux provinces du nord Kivu et de l'Ituri.
Si le désengagement concourt au transfert des bases militaires et installations de la MONUSCO aux forces de défense nationale, la transition, quant à elle, constituera cette période pendant laquelle le gouvernement assumera les activités autrefois exercées par la mission onusienne avec l'appui des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Depuis 2002, la présence de la MONUSCO au Sud Kivu a permis d'assurer une protection physique directe à près de 3 millions de personnes et de soutenir les forces armées congolaises par le biais d'opérations conjointes. Au cours des 20 dernières années, la MONUSCO a aidé à démobiliser plus de 4600 combattants et enfants associés à des groupes armés, à collecter et détruire plus de 44 000 munitions et explosifs. La mission a également contribué à l'acheminement du matériel électoral durant les élections. La MONUSCO, qui à la base était au Congo pour la paix et la stabilisation de ces pays, a très largement échoué dans ses missions pour la paix, mais jouait un rôle capital dans la stabilisation de ces pays, dans ce sens que dans certaines parties du Congo, la MONUSCO jouait presque le rôle de l'État en remplacement de l'État défaillant congolais. Alors, ces deux parts, si sur le plan paix peut réjouir une partie de la population, mais côté stabilisation, la MONUSCO va manquer à la population congolaise. Le désengagement de la MONUSCO intervient alors que la province du Nord Kivu fait face à une offensive d'ampleur de la rébellion du mouvement du 23 mars M23, soutenue par des éléments de l'armée rwandaise. L'armée tchadienne a lancé depuis quelques jours une opération d'envergure dans le bassin du lac Tchad pour lutter contre les résidus des éléments de Boko Haram qui menacent la sécurité des populations dans les zones insulaires. Selon l'état-major, cette opération aérienne, terrestre et nautique, conduite par la force d'intervention rapide, a neutralisé plus de 70 terroristes. Le but, selon les autorités, est de prévenir les attaques de la secte contre les populations en cette période de montée des eaux du lac. Le bilan de cette opération s'établit comme suit. 5 campements ainsi que la base la plus importante de Boko Haram dans ces localités sont complètement détruits. Plus de 70 terroristes sont mis hors d'état de nuire. L'ensemble du dispositif humain et matériel de ces terroristes ont été repoussés hors de notre territoire. En mission de supervision sur le terrain, le ministre de la Défense, le général Issaka Maloa Djamous, estime que les éléments de la secte Boko Haram n'existent plus dans le lac Tchad et que la zone a été totalement nettoyée. Pour le gouvernement, la sécurité des biens et des personnes est l'une des priorités du programme politique sur la base de laquelle le président de la République, Mahamat Idriss Déby, a été élu par les Tchadiens. Il s'avère qu'au niveau du lac, la situation est calme. Il n'y a aucun Boko Haram dans le lac Tchad. Les secteurs, les OPEF, tous veillent nuit et jour pour la paix, la sécurité de la province. Le gouvernement et l'état-major des armées ont appelé les populations à se constituer en comité de veille et à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer toute éventuelle incursion terroriste dans les régions insulaires du lac Tchad. Pour rappel, les opérations sont aussi lancées simultanément au Cameroun et au Nigeria par la force multinationale mixte. Le nombre de migrants d'Afrique subsaharienne est en forte augmentation sur les routes du désert maghrébin à destination de la Méditerranée puis de l'Europe, selon les Nations Unies et leurs partenaires dans leur nouveau rapport publié ce vendredi et indiquant que les voies terrestres sont plus périlleuses que la mer. De nombreuses personnes nous disent qu'elles connaissent quelqu'un qui est mort en chemin, généralement sur les routes terrestres que sur les routes maritimes. Le risque de violences sexuelles et sexistes a également augmenté, passant à 15%. Il était de 12,5% dans le rapport précédent. Le risque d'enlèvement semble être nouveau. Il y a 4 ans, il n'était mentionné que par 2% des personnes interrogées. Aujourd'hui, il est mentionné par 18% des personnes interrogées. Près d'une personne sur 5 affirme que le voyage comportait ce risque d'enlèvement. Laurence Hart, directeur de l'OIM, parle d'une industrie de passeurs et de trafiquants.
Souvent, les passeurs et les trafiquants savent très bien communiquer et séduire les migrants en leur montrant que les choses peuvent être faciles, que le prix peut être bas, mais que cela devient ensuite un cauchemar. Il s'agit bien d'un défi pour une industrie, celle des passeurs et des trafiquants, qui doit être éradiquée car il s'agit d'une économie illicite, l'une des plus lucratives au monde, dont les revenus sont ensuite réinvestis dans d'autres activités illégales, ce qui crée un cercle vicieux. Les crises au Mali, Burkina et Soudan augmentent le flux de voyageurs au moment où l'Europe multiplie les initiatives pour bloquer les migrants.